de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast de femme à femme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une femme toute petite, toute menue, avec une petite bouille tellement sympathique et qui offre tellement de choses aux personnes qui l'entourent. Elle en a fait son quotidien. J'ai le grand plaisir d'accueillir Sabine. Bonsoir Sabine. Bonsoir Hélène. Comment vas-tu Sabine? Je vais très très bien. Ah, mon très Dieu. Belle journée. Oh, quelle pêche. Moi, j'adore ça. C'est super, c'est super. Alors, Sabine, je t'ai parlé du concept du podcast de femme à femme. Oui. Que tu as a priori aimé, hein? Ah, j'ai carrément adoré. Merci beaucoup. Et tu as bien sûr accepté, puisque tu es là aujourd'hui avec nous, d'être mon invité. On connaît le principe de ce podcast, qui est donc de parler d'une tranche de vie de nos vies de femmes, et de montrer qu'on s'en sort, et de montrer comment on s'en est sorti. Donc aujourd'hui, dis-nous vite, quelle tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui? Alors, ma tranche de vie sera de 22 ans à 35 ans. Diantre, elle est longue cette tranche. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années donc? C'est le temps de la rencontre avec mon ex-conjoint et la fin de la rencontre avec la même personne. Alors, c'est le début d'une belle histoire et c'est la fin d'une histoire qui a tourné un peu vinaigre, j'allais dire. Au vinaigre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé justement durant toutes ces années avec cette personne? Alors, j'aime bien raconter les histoires. Il était une fois une petite jeune fille asiatique et qui avait déjà un enfant, une petite fille qui était née suite à une mauvaise rencontre. Et j'ai rencontré un jeune homme, parce que bon, à l'époque, il avait 35 ans. Je l'ai rencontré au niveau de mon travail, lorsque j'étais assistante dentaire. Et il m'a dit une phrase qui m'a déplu, ce qui est étonnant, parce que ça provoquait entre nous un dialogue. Il a dit c'est même pas bon pour le Vietnam, parce qu'il était technicien dans le domaine du dentaire. Il réparait les appareils dentaires des dentistes, et moi j'étais assistante dentaire à l'époque, et j'étais même en formation pour devenir assistante. Et j'avais fait un petit peu de plus dans mon travail, alors que je ne devais pas normalement être là, mais j'avais envie d'avancer mon travail, et donc j'étais restée pour finaliser ce que j'avais décidé de faire. Et il y avait cet homme qui venait réparer un appareil et qui dit ça en regardant un appareil radiologique. Je suis interpellée, je lui dis pourquoi vous me parlez du Vietnam? Et il me dit mais parce que je travaille pour le Vietnam, pour les associations, pour leur envoyer des appareils, des instruments pour les personnes qui sont en difficulté. Et là, il y a mes yeux qui ont brillé et j'ai fait tilt et j'ai dit oh mais c'est génial ce que vous faites. Dites-moi en plus. Et c'est là où, petit à petit, nous avons conversé et nous sommes rapprochés petit à petit. D'accord. Donc, ça a commencé sous de bons auspices. Parce qu'en fait, pour ceux qui ne te connaissent pas, oui. Tu es donc d'origine vietnamienne? Oui. Adoptée? J'ai été adoptée à l'âge de 4 ans. Absolument. Oui. D'accord. Et donc, cet homme? Alors, cet homme m'invite au restaurant, il me raconte de très belles choses sur sa personne, le fait qu'il vole, donc qu'il a la licence de vol, donc il fait de l'acrobatie aérienne. Il m'en met un peu plein la vue, j'avoue. Et tu te laisses séduire. Et je me laisse séduire parce que voilà, je venais juste de quitter une relation très douloureuse qui faisait suite à la naissance d'une petite fille. Mm-hmm. Et donc, j'avais les étoiles dans les yeux vis-à-vis de cet homme qui me semblait très sérieux, très responsable, même si je vous avoue que c'était difficile au départ parce que son physique ne me plaisait pas plus que ça. Et puis, il était quand même plus âgé que moi. J'étais quand même beaucoup plus jeune que lui. Et bon, il y avait des petits couacs, mais la façon de s'exprimer, son regard,
me plaisait assez bien. Et puis, il me raconte au fur et à mesure du temps qu'il fait partie d'une communauté chrétienne. Et moi, tout de go, je lui dis non, non, moi, je suis pas croyante du tout. Je croirais plus au mal qu'au bien parce que ce que je vois autour de moi, c'est pas terrible. Et il me dit, s'il existe un faux billet, c'est qu'il existe un vrai. Et mon côté très scientifique me dit, mais oui, il a raison. S'il existe un faux, il existe un vrai. Alors, s'il existe, comme je connais le faux dans toute sa splendeur, le vrai, il doit être vraiment super, super. Et c'est là que j'ai été interpellée et je lui ai dit, j'en voudrais savoir plus. Raconte-moi en plus de choses sur ta croyance. Et il me parle de Dieu, il me parle de Jésus. Et ça me touche mon cœur parce que je me souviens quand j'étais petite, quand j'avais regardé le film de Jésus, j'avais pleuré parce que j'avais trouvé cet homme sur cette croix et je me suis dit, mais c'est injuste ce qui lui arrivait. Et je me souviens, à 8-9 ans, j'avais été pris d'un gros chagrin. Et comme il me reparlait de cette même personne, je me suis dit, mais c'est peut-être bien d'aller gratter un peu par là et puis connaître un petit peu mieux plutôt que de me dire voilà c'est non puis un point c'est tout. Et puis il me raconte qu'il rencontre cette communauté quotidiennement et que c'est comme une famille. Alors je vous remets un peu dans le contexte. J'ai été donc adoptée par une famille monoparentale et ma mère n'avait pas vraiment de famille. Ma grand-mère était décédée, j'avais un frère d'adoption et puis la famille s'arrêtait là. Parce que la famille de ma mère et de ma grand-mère nous ont rejetés lorsque nous sommes venus en France parce que ils s'attendaient à accueillir un héritage, alors que lorsque nous sommes arrivés, l'héritage passait sous leur nez. Donc, nous n'avons pas eu vraiment de Oui, relation avec cette vous n'étiez famille-là. pas les bienvenus. Non, nous n'étions pas du tout les bienvenus. Donc, pour vous dire que lorsqu'il parle de famille, ça m'interpelle parce que c'était aussi quelque chose dans mon cœur de très Quelque chose qui te manquait, en fait. oui, un fantasme presque de famille calme, parce que lorsque j'étais avec ma mère adoptive, c'était une maman qui était soumise à des humeurs très variables. Elle pouvait passer d'une personne très agressive, très violente dans ses paroles et même dans ses gestes, à une personne qui pleurait, qui était dépressive. Donc j'étais entre des hauts et des bas. Et donc, l'image de la famille, pour moi, l'idéal, c'était vraiment des personnes qui étaient sympas, qui étaient respectueuses Et bienveillante. et bienveillante. Et donc, il me fait rentrer dans cette famille, donc dans cette communauté qui s'imprime, qui s'exprime comme des relations familiales. Et j'y suis séduite. Et c'est à partir de là que petit à petit, entre parenthèses, je deviens croyante, même si j'aime pas trop ce terme-là parce que ça peut paraître un peu ésotérique. Mais disons que j'adhère à cet amour envers Dieu, envers Jésus. Petit à petit, ça touche mon cœur. Et Et donc, votre bien relation se sûr, développe en même temps. et en même temps, bien sûr, justement, je revenais là-dessus, le fait qu'il soit dans cette famille respectueuse, dans cette communauté respectueuse, je me suis dit, mais ça doit être une personne vraiment géniale, même si de temps en temps, je pouvais voir qu'il s'exprimait avec des reproches, avec des sarcasmes, mais c'était par petites touches, ce n'était pas régulier. Et puis, à mesure de notre maturation, je dirais, il y a eu des petits couacs et de plus en plus de couacs. Et à un moment donné, j'ai quitté cette communauté. Au bout Mais de ça, combien de temps? j'ai mis 6 ans avant de m'en rendre compte. J'ai mis 6 ans avant de m'en rendre compte et j'ai décidé de les quitter sans pour autant quitter mon amour vis-à-vis de Jésus et vis-à-vis de la source. Et oui, de la source de cet homme? Non, non, de la source de l'amour inconditionnel, parce que j'aime bien parler de Dieu en disant que c'est la source de l'amour inconditionnel. D'accord, mais quand tu as quitté cette communauté, Oui. as-tu par la même occasion quitté cet homme? Oui, parce que alors c'est pour ça que je fais le lien avec cette communauté. Au fur et à mesure que se dégradait notre situation, au fur et à mesure, je ne trouvais pas de soutien dans cette communauté. Je voyais de plus en plus que ça faisait miroir. C'est-à-dire que la communauté disait il faut faire ceci. Et dans mon couple, il fallait que je fasse ceci. Et je craignais beaucoup cet homme qui était finalement après devenu mon mari. Et nous avons vécu ensemble à peu près une dizaine d'années. Et petit à petit, je sentais qu'il y avait un rapport de force entre nous deux, de soumission, de dominé et dominant. Et lorsque je ne faisais pas comme il entendait, il me critiquait et il me rabaissait quotidiennement. Mais tu n'as pas subi de violence physique. Alors, si à la fin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quitté cet homme
3 fois. Une première fois, je me suis presque enfuie de la maison parce qu'il me faisait peur psychologiquement, parce qu'il avait une manière d'imposer sa présence, sa parole. Et lorsqu'il était dans cette vibration, il rabaissait les enfants, il me rabaissait. Et j'avais développé envers lui vraiment une phobie de sa présence. Et lorsqu'il venait, j'avais le cœur qui battait la chamade. Donc la première fois, je me suis enfuie. Et puis, il a fait un chantage avec les enfants. J'ai eu très peur, je suis revenue. Tu Après, étais j'ai eu le partie sans courage. les enfants. J'étais partie avec les enfants, mais à un moment donné, il m'a fait du chantage affectif en disant que si je ne revenais pas avec les enfants, il allait porter plainte et que je n'allais plus revoir mes enfants. D'accord. Donc, par peur, je suis revenue. Et puis, on a essayé de rebâtir, mais à chaque fois, ça ne fonctionnait pas. Donc, je suis repartie une deuxième fois. Et cette fois-ci, il a fait du chantage à l'argent. Il disait, maintenant, tu te débrouilles. Bon, il a été même jusqu'à mentir. Je rentre pas dans les détails parce que ce n'est Non. pas nécessaire. Mais à la fin, finalement, je me suis dit, il vaut mieux que je vive avec mon bourreau plutôt que d'être à l'extérieur parce que il me disait, je te fais suivre. Enfin voilà, il me disait j'ai plein de choses contre toi et il suffit que je fasse quelque chose et tu perds tout. Donc je m'étais dit la stratégie pour ne pas qu'il affecte les enfants parce qu'il commençait aussi à parler mal de moi auprès des enfants, je me suis dit il vaut mieux que je sois dans l'antre du bourreau, au moins je peux surveiller ce qui se passe. Et je suis revenue, mais j'ai pas pu tenir plus de 6 mois parce qu'au bout de 6 mois, il m'a il m'a étranglée. C'est-à-dire qu'un jour j'étais en train de repasser. Et les enfants se disputaient comme des enfants qui se disputent. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, oh, rien, ne t'inquiète pas, c'est les disputes des enfants. Et il monte les escaliers comme un fou furieux. J'étais en train de repasser. Et là, je sens dans mon cœur qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Et je le regarde. Et là, à partir de ce moment-là, il prend mon cou et il me serre et il me dit ta gueule en hurlant. Et la petite a vu que j'étais en danger. Et donc, elle est venue me prendre la main. Donc, j'étais coincée entre la petite qui me tenait la main et donc de tenir une certaine force pour ne pas faire peur à l'enfant et en même temps être assez forte pour dire à mon mari de stopper ce qu'il était en train de faire. Et finalement, il me lâche et puis à partir de ce moment, je comprends qu'il est temps de vraiment, vraiment partir et ne plus revenir. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic final, vraiment le déclic final, d'autant plus que par la suite, il a dit à tout le monde que j'étais folle, qu'il m'avait juste mis la main sur mes épaules, oui, et qu'il n'avait absolument pas touché ma gorge, etc. Bon, et pourtant, la petite dernière me disait à tout le monde, papa a pincé le cou de maman parce qu'elle savait pas le mot étranglé. Et donc, pendant 1 an où elle racontait ça à ses petites camarades de classe, et elle avait développé vis-à-vis de son père une crainte parce qu'elle l'avait quand même vu faire ce geste. Donc je suis partie et à partir de là, ça a été l'enfer également parce que même si je n'étais plus dans l'antre du bourreau, il essayait par l'intermédiaire des enfants de me toucher. Donc il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. J'étais toujours sur le qui-vive pour me dire pourvu que les enfants ne lui racontent pas ce qui se passe à la maison. Ça a été très difficile et j'ai mis bien une dizaine d'années avant de me remettre de cette situation, de cette épreuve. Quels sont Ça a déclenché en moi. Oui. Oui, vas-y. Quels sont les outils? Quel est le processus que tu as engagé pour te sortir de cette emprise? Alors, avant juste de te répondre à ta question, je voulais dire que mon corps, il se dégradait au niveau de la santé. Et donc, à partir de là, c'est là où j'ai pris conscience qu'il fallait prendre soin de moi. En fait, jusqu'au bout, je n'avais pas pris conscience qu'il fallait prendre soin de moi. En fait, ce sont les enfants qui m'ont fait prendre conscience qu'il fallait se protéger. Mais je n'avais pas encore conscience que mon corps avait besoin que je lève les yeux sur lui et que je l'accepte et que j'accepte aussi ma faiblesse, ma vulnérabilité. J'avais ce masque de la femme forte, de la femme qui... Alors ça, c'est un peu mon côté asiatique où je souris même si c'est triste, même si je suis en colère. Et donc, dans ce moment-là, il a fallu que mon corps tombe malade. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai eu de l'eczéma sur ma gorge et j'ai dû faire appel à une thérapeute amie pour qu'elle m'aide à prendre conscience que cet eczéma, ça ne venait pas du ciel, mais ça venait bien des conséquences du stress post-traumatique que j'avais vécu dans cette épreuve-là, dans cette situation.
de Absolument. couple. Et donc les outils que j'ai développés suite à cela, c'est déjà l'outil d'écouter mon corps, Ça a été la première d'écouter étape. mes besoins, oui, de poser des limites vis-à-vis de ceux qui avaient tendance à abuser de ma gentillesse ou de ma naïveté, je dirais même. Et à partir de ce moment-là où je me suis dit, il est temps que maintenant je prie dans mon cœur de trouver le chemin pour arriver à me retrouver, parce que je ne savais même plus comment je m'appelais. J'avais perdu une certaine vision de moi-même, une certaine identité. Même si, ce qui est incroyable, c'est qu'il y avait c'était comme si j'étais scisée en deux. Il y avait une partie de moi qui était très sage, qui voyait les choses, qui observait, mais qui restait dans l'ombre. Et puis une autre, donc là maintenant, je le comprends avec la maturité que j'ai prise et le fait que aussi j'ai pris des cours de psychologie pour comprendre comment je fonctionnais. Ben, cette autre partie, c'était mon enfant intérieur, ma petite fille intérieure, qui voulait que je prenne soin d'elle. Mais à l'époque, je disais, il y a une partie de moi qui est comme paralysée, comme paniquée, inconsciente. Il y avait ce conflit intérieur qui était terrible, où il y avait une partie qui avait toujours envie d'être aimée, d'être appréciée, d'être regardée et surtout de ne plus être critiquée. Et cette autre partie qui était très sage et qui disait ça va aller, fais confiance, continue à avoir la foi, entoure-toi des personnes qui vont te soutenir, qui vont t'aider. Donc il y avait la prière et il y avait aussi les personnes qui m'ont vraiment aidée, thérapeutes, amis. Et donc le fait que je me sois entourée et le fait que je me donne l'occasion d'aller faire un voyage au travers de ma vulnérabilité, c'est ça qui m'a permis de m'en sortir et de mettre en place toute ma résilience qui était là, mais dont je ne savais pas utiliser les clés. Tu étais partie très loin de lui, géographiquement parlant? Non, j'étais partie à 17 kilomètres, donc c'était vraiment pas C'est pas beaucoup. grand-chose, c'est Je ne pas pouvais, grand-chose. Mais c'est je ne pour les pouvais, enfants, peut-être. je ne pouvais pas parce que nous étions en garde alternée, donc je ne pouvais pas m'éloigner. Et donc, du jour au lendemain, alors je raconte cette anecdote parce que quand même, après l'avoir vécu, on peut en rire, mais sur le coup, on n'en rit pas du tout. C'est que j'ai quitté donc mon HLM au mois d'août. Je me rends compte que le 8 août, ça va pas pouvoir se faire parce que trop de pression. Je prends conscience que je ne veux pas séparer la fratrie. Et donc, j'essaie de revenir donc là où j'habitais à l'époque. Et les personnes des HLM me disent non, c'est impossible de reprendre votre logement parce que on l'a attribué à quelqu'un d'autre. Donc, je me suis retrouvée sans logement. Je me suis retrouvée sans les enfants parce que le conjoint les avait pris. Je me suis retrouvée sans travail et je me suis dit, mais là, je fais quoi? J'ai pris mon camping-car, j'ai tout redéménagé parce que j'avais trouvé un logement sur Bordeaux et j'ai pris mon camping-car, j'ai tout remis dedans. Je suis revenue sur Creuseuil, donc là où j'habitais à l'époque, et j'ai plaidé ma cause en disant laissez-moi au moins 15 jours pour que je me retourne. Et les personnes des HLM ont dit oui, les responsables des HLM ont dit oui. Et en 15 jours, ils m'ont proposé un autre logement plus petit. Mais en 15 jours, j'ai eu quand même un nouveau logement. Donc, j'ai respiré et j'ai pu retrouver mes petits. Et j'ai continué à faire oui, 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 oh oui, ça y est, je me souviens. J'ai pu passer mon diplôme de psychologie à cette époque. Parce que tu avais Donc, je suis repris des rentrée. études à cette époque-là. J'avais repris des études, oui, j'avais repris des études et j'étais à ma 4e année et je devais passer les examens en octobre. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis tombée malade, j'ai eu des migraines extrêmement douloureuses. Donc, j'ai dû passer mon examen en décembre que j'ai réussi. Mais il faut dire que dans cette année-là, donc je vais la citer, c'est l'année 2004, c'est cette année-là, j'ai retrouvé au Vietnam mes parents d'origine. Donc, c'est une année de douleur, mais c'est aussi une année de bénédiction extrême parce que suite au fait que j'ai dû revenir en France, retrouver un logement, je t'avoue que j'étais vraiment dans une grande difficulté psychologique et j'avais besoin de retourner dans mon orphelinat dans lequel j'étais reçue comme une reine par l'ancienne directrice de l'orphelinat dans lequel j'étais quand j'étais toute petite et qui m'a accueillie pendant une semaine. Et c'est à cette occasion-là que j'ai pu retrouver ma famille d'origine d'une manière incroyable, d'une manière miraculeuse. Mais ça a eu des conséquences sur mon physique parce que ça m'a fait un tel choc que j'ai eu des migraines. Donc, je pense que c'est le choc du fait de revenir sur mon idée de m'échapper à Bordeaux et aussi le fait que j'ai retrouvé ma famille d'origine. Mais Mais malgré comme, cette crise de migraine, tu as oui, pu mener à terme ton projet d'études.
Oui, exactement. Donc, je l'ai réussi et j'ai pu, après, petit à petit, me mettre à mon compte en travaillant en parallèle parce que on n'a pas des clients comme ça du jour au lendemain. Il faut se faire connaître. Et pour me faire connaître, j'ai fait des conférences, j'ai créé une association, j'ai créé du lien et petit à petit, les gens sont venus vers moi. Partir de quel moment ton ex-conjoint, tu Oui. considères que tu as réussi à lui faire comprendre qu'il n'avait plus aucune emprise sur toi? Alors, je n'ai jamais fait cette démarche de lui faire comprendre qu'il n'avait plus d'emprise sur moi. Par contre, j'ai fait moi ma propre démarche vis-à-vis de, de moi à moi, de me dire cette personne n'aura plus d'emprise sur moi. Et ce qui a mis le signe de cela, le signe que je me suis mise, c'est que j'ai porté plainte. Je n'avais pas osé porter plainte 10 ans auparavant. Je savais qu'il allait y avoir une fin. Et je me suis dit, j'ai créé une association pour aider les femmes qui sont battues et qui sont soumises à du harcèlement moral, psychologique et sexuel dans leur couple. Je leur dis de porter plainte et moi, je ne l'ai pas fait. Donc, 10 ans, moins un jour, j'ai porté plainte et j'étais très fière. Et c'est à ce moment-là que pour mon propre état d'esprit, je me suis dit, cette fois-ci, il n'aura plus d'emprise sur moi. Et tu savais que tu étais guérie. Et je savais que j'étais guérie. Et je savais aussi que j'avais fait ce processus de pardon dans mon cœur, dans le sens que je n'oubliais pas ce qu'il m'avait fait subir, dans le sens que je ne légitimais pas ce qu'il m'avait fait subir, mais dans le sens que je lui avais redonné tout le poison que j'avais laissé pénétrer en moi. Donc en fait, c'est comme si j'avais mis un buvard extérieur et dans ce processus de pardon, je rendais ce buvard, alors bien sûr d'une manière symbolique, à l'envoyeur. Et c'est à partir de là où maintenant je peux le voir, je peux même lui souhaiter son anniversaire sans cette crainte qui me tenaillait le ventre à l'époque. Mais par contre, je n'éprouve pas vis-à-vis de lui un amour particulier. J'éprouve du respect, j'éprouve comment dire, de la fermeté, c'est-à-dire que je ne me laisserai plus faire s'il me disait quoi que ce soit. Donc, je me sens beaucoup plus forte à l'intérieur. Alors, s'il fallait résumer, pour moi, par rapport à ton histoire, les deux mots qu'il faut retenir pour sortir justement de cette emprise, je dirais la foi, oui, que tu as toujours eue, oui, et la psychologie que oui, tu as embrassée et qui t'a permis de comprendre les mécanismes de fonctionnement. Tu t'es peut-être certainement penché également sur comment fonctionne notre oui. cerveau, des choses comme cela, et qui t'ont permis justement d'arriver jusqu'à ce pardon qui n'est pas évident, qui n'est pas simple. Je crois que c'est le plus difficile. Il est sans doute nécessaire. Il est sans doute nécessaire, mais c'est très difficile. Mais c'est passé en fait, si je reviens vraiment sur le passé, il y a une dame qui m'a dit il faudrait que tu te pardonnes et moi je lui avais dit jamais de la vie. Et en fait, c'est passé par le fait que je me pardonne pour que je puisse pardonner à l'autre. Parce qu'en fait, je me suis dit si je me pardonne, ben, de m'être trompée, d'avoir laissé faire ces choses-là, ça me paraissait logique après de relâcher toute la toxicité que j'avais reçue. Donc je me suis moi-même désintoxiquée, décontaminée de mes propres croyances sur moi-même. Et en même temps, parallèlement, ça me paraissait logique avec mon système scientifique dans ma tête, comme le vrai billet et le faux billet. Je me suis dit, c'est aussi logique que je lâche prise par rapport à ce qu'il m'a fait subir. Mais ce qui ne m'empêche pas de briser le silence et de parler de l'emprise et ces femmes qui restent par loyauté par rapport aux enfants, ces femmes qui restent dans le silence parce qu'elles ont peur des conséquences de leurs actes. Mhm. Cette résilience qui est la tienne et qui m'impressionne, Oui. que tu mets au service des autres femmes, parce que tu as parlé de cette association que tu Oui. as montée, qui existe toujours, je suppose. Alors, elle n'existe plus parce que à un moment donné, je me suis, j'allais dire, épuisée. Oui. Je n'avais pas assez de soutien vis-à-vis, voilà, vis-à-vis des bénévoles. Au début, tout le monde est là, et puis au fur et à mesure du temps, le bénévolat s'estompe. Et je t'avoue que aujourd'hui, l'association qui s'appelait l'entraide aux victimes d'abus, Eva, parce que je trouvais ça joli, Eve, c'est la vie. Au bout de 3-4 ans, je l'ai arrêtée parce que je recevais des cas de plus en plus lourds et je ne pouvais plus faire face. C'est ça. Et j'étais toute seule et je ne pouvais pas travailler bénévolement et subvenir aux besoins de la famille. D'accord.
Quel conseil tu donnerais justement à toutes ces femmes Oui. qui sont sous l'emprise de quelqu'un? Quel conseil leur donnerais-tu aujourd'hui? Alors, le premier conseil que je leur offrirais, ça serait plutôt une piste de réflexion. C'est comment tu te sens dans ton corps, comment tu te sens au quotidien. Parce que beaucoup de femmes qui sont sous emprise, on néglige notre corps, on néglige ce qui fait notre vitalité. Et on s'use, et ce que moi j'appelle après le burn-out familial, le burn-out parental. Et c'est à ce moment-là que la catastrophe arrive. Et donc, je dirais, comment tu te sens dans ce corps? Et après, je leur dirais, quelle est ta prison intérieure? Parce qu'en fait, ton conjoint qui t'emprisonne, quelque part, il te fait miroir de ta propre prison. Et moi, ma propre prison, c'était le regard des autres, c'était ce besoin d'être aimé, donc une forme de codépendance affective. Et là, je dirais, il y a une clé pour ta prison. Cette clé, c'est ta petite fille intérieure, c'est ton petit garçon intérieur qui a besoin de prendre de l'air, qui a besoin de toi pour vivre. Et tu as besoin de lui pour vivre, tu as besoin de lui pour que tu puisses reprendre le pouvoir sur ta vie, sur ton leadership. Donc, vraiment, deux regards. Le regard sur ce que ton corps ressent et le regard sur ta propre prison intérieure, sur tes propres croyances sur toi-même. Est-ce que c'est juste ce que l'on dit sur toi? Est-ce que tu vaux pas mieux que ça? Quand tu commences à regarder ta lumière, là, tu as envie de t'envoler et là, plus rien ne te fait obstacle. La petite touche d'espoir que tu pourrais donner, c'est justement qu'il existe, quelle que soit la situation, une clé? Oui. Même dans les cas les plus difficiles, parce que je n'ai pas tout raconté, mais il y a eu des moments où j'ai même voulu en finir et je me suis dit non, 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 non. La vie est plus forte que tout. Ça n'a pas dû être simple. C'était pas simple, mais on y arrive. Oui, et aujourd'hui, tu donnes beaucoup, puisque ton quotidien, c'est justement, je crois, d'accompagner les personnes pour qu'elles elles fassent rejaillir justement cette lumière qui a en elles, qu'elles laissent parler leur enfant intérieur. Dis-moi si je me trompe. Oui, oui, c'est exactement ça. Et en fait, c'est sortir de ce mensonge dans lequel on s'est enfermé. Et c'est ça, en fait, l'espoir que je veux donner. C'est arrêter de vous mentir et arrêter de croire au mensonge que les autres disent de vous. Arrêtez de croire à ce mensonge. Et vous êtes, en fait, j'avais cet après-midi une patiente qui me parlait de la valeur d'elle-même et je lui disais, mais sur quelle base tu poses ta valeur? Sur tes actes ou sur ton être? Et la plupart des personnes posent la base de leur valeur sur leurs actes et non sur leur être. Et les Et on actes ne porte nous la vie en nous. définissent pas, c'est cela? Absolument. On porte la vie en nous et cette vie, elle est dans l'enfant intérieur. C'est cette flamme et on n'a pas à l'éteindre. C'est pour ça qu'on a en nous une vieille sagesse qui est là et qui va tout doucement revitaliser cette flamme. En tout cas, sincèrement, je suis émue de ce que tu nous as raconté parce que tu as passé des moments franchement qui ne sont pas simples, mais des moments qui ont duré longtemps à l'échelle d'une vie, je trouve, qui pour toi sont derrière toi parce que l'instant présent compte et l'instant présent est merveilleux. Exactement. Et c'est vrai ce que tu dis, c'est l'instant présent qui compte. Et ce présent que l'on veut, présent, c'est aussi un cadeau. Hein. Quand on dit je te fais un présent, c'est aussi un cadeau. Donc faisons-nous ce cadeau d'être dans ce moment présent, bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et bien avec les personnes qui nous entourent. Ça va être alors le mot de la fin parce qu'il va falloir qu'on se quitte. Merci Oui. grandement d'avoir été mon invitée, Sabine. Avec plaisir. Dernière petite question. Si on te dit, quand on te dit de femme à femme, qu'est-ce que ça t'inspire? Alors, c'est une image qui me vient, c'est on prend un thé ensemble et on est complices et on s'échange notre flamme et on l'unit ensemble pour faire une belle flamme unifiée. C'est ça que ça m'inspire. Femme à femme, ça ferait flamme à flamme. Merci beaucoup pour l'image, elle est magnifique. Je te souhaite vraiment de très 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 belles journées, qu'elles soient tout aussi lumineuses que celles d'aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Hélène. Et je te dis à très bientôt, Sabine. Avec grand plaisir. Au revoir. Bye. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme & Co pour ne manquer aucun épisode.
Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout, partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.